suis d'ailleurs trompé, hein, sur les ressources minières totales, encore inexploitées du Congo. Le chiffre qui fait consensus donne le tournis, hein, c'est 24 000 milliards. 24 000 milliards. Certains analystes, parlent davantage de 50 à 70 000 milliards, trillions en anglais. 24 000 milliards pour vous donner une idée, hein, le PIB de toute l'Union européenne en 2023 était de 17 trillions d'euros, donc 18,35 trillions de dollars, et la dette totale de l'Union européenne est de 14 000 milliards, donc contre 24 000 milliards. Ça veut dire qu'il y a de quoi effacer au Congo, au minimum, il y a de quoi effacer la totalité de la dette européenne. Un seul pays d'Afrique a, en réserve inexploitée, et je ne parle même pas donc, parce que là, on ne parle pas de PIB. Quand on sort des ressources minières, bien sûr, on a des produits dérivés, on a des futures, on a des produits financiers, on a du secteur assurantiel, les services, etc. Donc les richesses totales qui pourraient être produites sur ces 24 000 milliards, sont très supérieures à cette simple valeur. On pourrait même les estimer plutôt à 100 000 milliards. Donc il y a de quoi rembourser la totalité de la dette européenne plusieurs fois. Et du coup, ça nous pose vraiment la question de savoir pourquoi le Congo n'est pas dans une situation comparable au Qatar, puisque, après tout, les réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite, qui, je le rappelle, hein, les réserves pétrolières initiales de l'Arabie Saoudite sont de l'ordre de la taille du lac Léman. Initial, bien sûr, beaucoup ont été extraites et vendues depuis, mais quand l'Arabie Saoudite commence à extraire du pétrole dans les années 20, eh bien, ces réserves totales sont au moins de l'ordre du lac Léman en volume de pétrole. Et en plus, un pétrole qui est très peu, qui a besoin de très peu de raffinage, qui est sweet et light. Bon, l'Arabie Saoudite est extrêmement riche. Le Congo ne l'est pas. Donc, dans quelle mesure, en effet, on pourrait avoir une situation où la RDC serait le pays le plus riche d'Afrique, avec un secteur, ce que le Rwanda a tenté d'être. On l'a souvent appelé la Suisse de l'Afrique, ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus malheureusement l'île Maurice qui l'est en termes de services financiers, de par d'ailleurs son caractère excentré. Comment la RDC peut être l'Arabie Saoudite de l'Afrique? Bon, écoutez, il faut déjà, ce que vous dites là est très important parce qu'il y a un géologue belge à l'époque qui disait que le Congo était un scandale géologique. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez comme minerai, eh bien, vous pouvez le retrouver très facilement Du en République démocratique cuivre, du du Congo. tantal, du colloïd, tout, les plus grosses réserves de cobalt au monde, etc. Mais l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe atomique américaine Tout à fait. l'uranium est venu du Congo, a été vendu par une entreprise belge Mmh. qui qui a pris des stocks qui ont été déposés à New York lorsque les États-Unis étaient dans une situation d'angoisse, parce qu'à l'époque, pendant au début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une bataille entre les chercheurs et les scientifiques américains et allemands. Tout à fait. Et Hitler, qui avait des structures de propagande très développées en Afrique du Nord, avait des chercheurs, des chimistes qui travaillaient à l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne pour Mmh. s'emparer de l'uranium pour fabriquer la bombe atomique. Donc, la situation était tellement anxieuse pour les pays alliés que lorsque le professeur Albert Einstein a proposé au président Roosevelt d'acheter, de s'approprier l'uranium, il lui a proposé le Congo. Pour le professeur Albert Einstein savait effectivement que le Congo était le pays qui était le plus à même de fournir l'uranium en quantité, je dirais, considérable. Et Mmh. donc, en 42 toujours, le coltan aujourd'hui qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et de nos Tout à ordinateurs portables, en 1942, le coltan est déjà identifié par l'administration, la haute administration américaine et est considéré comme un produit de défense stratégique des Mmh. États-Unis. Donc, si vous voulez, j'ai vu également, lorsque je faisais mes recherches, que la plupart le département d'État américain avait recensé toutes les thèses, les mémoires faites par des ingénieurs européens, congolais, africains, etc. Donc, ils ont une collection de tout ce qu'il y a, plus les recherches qu'ils ont pu faire par l'exploration des sols, etc. Ils ont une idée, aux États-Unis, on a une idée à peu près claire de ce qu'il y a dans le sous-sol congolais. Donc, c'est un pays qui est en capacité de pouvoir résoudre tous les problèmes
je dirais, de l'Afrique centrale et même une grande partie des problèmes européens. Donc, le problème, c'est que les Congolais eux-mêmes ne sont pas conscients de la valeur de ce qu'il y a dans leur sous-sol. Ils ne sont pas conscients de l'importance de leur pays sur la scène internationale. Parce que quand vous êtes... si on me permettait de vous interrompre, on en revient à une question du type accord du Quincy. Je ne suis pas particulièrement favorable aux ingérences étrangères, ça va de soi, étant moi-même souverainiste, pour le bien sûr français. Mais dans le cas saoudien, on a eu les accords du Quincy où Roosevelt, qui allait mourir très peu de temps après, a dit à l'Arabie saoudite, on garantit votre intégrité territoriale, on garantit l'intégrité de votre dynastie au pouvoir et on va vous mettre, avec nos sociétés texanes notamment, tous les moyens nécessaires pour l'extraction et la valorisation de votre pétrole, avec certes des contrats léonins, ça va de soi. Là, aujourd'hui, on n'a personne qui pourrait garantir une sorte d'accord du Quincy pour le Congo, parce que la Chine n'en est, vous l'avez expliqué tout à l'heure, la Chine n'est pas en mesure de le faire, les États-Unis non plus. Là, on parlait simplement de l'armée, on ne parlait pas d'infrastructure. Récupérer le Kivu, je veux bien vous croire dans le fait que c'est tout à fait possible à une armée congolaise qui serait déterminée de le faire, mais ensuite obtenir simultanément, puisque les accords du Quincy ont été doubles, à la fois on avait une présence militaire américaine très forte, mais on avait aussi des investissements dans les infrastructures et des transferts de technologies immédiats qui ont permis de mettre le pétrole saoudien sur le marché parce que les États-Unis avaient besoin de ce pétrole à bas coût. Aujourd'hui, est-ce que ce scénario serait utile et favorable au Congo, une sorte d'accord du Quincy congolais, ou bien est-ce que vous le récusez? Et je serais ravi d'entendre vos arguments pour ça. Et si il devait être favorable au Congo, qui serait à même de le mener? Tout le monde parle de la Chine aujourd'hui, qui commence à se déployer notamment sur les questions des détroits. On a vu le cas au Panama. La Chine, si elle était déterminée, pourrait tout à fait le faire, mais ça poserait des problèmes, je veux bien le croire, géopolitiques extrêmement graves, avec des tensions dans toute la région. J'aurais voulu avoir votre opinion spécifiquement là-dessus. Est-ce que des accords du Quincy congolais sont possibles? Est-ce que vous les appelez de vos voeux et qui pourrait les réaliser? Ou bien est-ce que vous les récusez? Non, c'est possible. Je vous ai dit, tout est possible. Vous savez, en politique et en relations internationales, tout est possible. Le problème, c'est de savoir comment les Congolais se positionnent, eux, par rapport à ce qui leur arrive aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en leur pays, à leur propre capacité de pouvoir être une force de négociation très puissante au niveau de leurs partenaires occidentaux ou orientaux d'ailleurs? Est-ce qu'ils se sentent capables de faire des négociations de haut niveau sur ces questions-là? Ça, c'est aussi une vraie question parce que quand vous avez une situation comme celle que connaissent les Congolais actuellement, bon, généralement, tous les partenaires regardent vos forces et vos faiblesses. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, c'est comme dans la guerre, d'ailleurs. Et c'est pour cela que Kagame s'amuse un peu avec les Congolais. Donc, on regarde vos forces et vos faiblesses. Si on voit que beaucoup de Congolais, parce que ça me fait toujours un peu de la peine quand je dois parler des Congolais parce que je connais beaucoup de Congolais extrêmement brillants et talentueux et qui sont des patriotes qui veulent sortir leur pays de cette situation. Mais il y a aussi beaucoup de Congolais mais qui malheureusement préfèrent travailler ou être des esclaves des Rwandais ou des étrangers plutôt que de défendre leur pays et pouvoir avoir 10 fois ce que les étrangers peuvent leur donner. Donc, quand vous avez affaire à cette configuration, vous voyez que les étrangers vont toujours vouloir jouer sur les deux tableaux. Ils jouent un coup avec les patriotes, un joue un coup avec ceux qui, les serviles un peu faibles qui veulent manger rapidement. Eh bien, ça ne permet pas à l'État de pouvoir tirer facilement son épingle du jeu. Donc, l'équation congolaise, elle se trouve là aujourd'hui. Pour moi, si il y avait je dirais, un noyau de patriotes congolais extrêmement puissant qui travaillait très sérieusement, eh bien, il serait en capacité de pouvoir amener des partenaires. Moi, quand je parle de l'Amérique de Trump, c'est parce que Trump, c'est en fait, c'est un président qui a été un homme d'affaires. Donc, quand il vient... Je voulais en venir parce qu'on a parlé de la Chine, mais aujourd'hui Trump veut récupérer bien sûr le Groenland, qui est hautement stratégique de par sa position, mais qui est aussi extrêmement riche sur le plan minier. Les ressources du Groenland se chiffrent aussi en plusieurs milliers de milliards. Et aujourd'hui, alors certes, les situations ne peuvent pas être comparées, ne serait-ce que par la population, où le Groenland peut très bien passer un référendum pour devenir un État américain ou l'équivalent d'un protectorat. Oui, oui. Il y a la géographie, bien sûr, oui. Voilà.
Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Trump n'a pas forcément le Congo dans son radar. Alors, il semblerait que le président Tshisekedi ait voulu mettre le Congo dans son radar, puisque pour l'instant, il a bien sûr l'Ukraine d'un côté, l'accord sur les minerais ukrainiens avec les terres rares, et le Groenland, pardon, qui possède aussi des terres rares. D'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que le Congo ne possède pas de terres rares, possède des terres rares, puisque la prospection sur ce sujet n'a jamais été très sérieusement faite. Bon, il y a des ressources, des gisements de terres rares un peu partout dans le monde, mais notamment bien sûr la Chine qui en a les plus grosses réserves, mais il y en a en Californie, la mine de Mountain Pass, et certains envisagent justement que le Congo en ait également. Mais bon, si jamais Trump avait le Congo dans son radar, est-ce que vous pensez qu'il pourrait, dans les 4 prochaines années, quasiment résoudre le conflit et faire du Congo, mettre le Congo dans la direction d'une Arabie saoudite africaine, ce qui aurait un impact majeur sur la totalité du continent en réalité? Oui, mais c'est pas lui qui le ferait. Il créerait, il donnerait aux Congolais les moyens de pouvoir s'en sortir. Bien sûr, avec Mais les tout à fait. investissements, voilà. D'investissement, etc. Et puis, pour ce qui est la formation militaire, etc. Bon, d'ailleurs, comme ils ont fait, comme Clinton a fait avec le Rwanda, parce que c'est Clinton qui a fait du Rwanda militaire, enfin des militaires rwandais, ce qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables avec les actions de guérilla qu'ils faisaient en Ouganda, ils n'étaient pas en capacité aujourd'hui de venir occuper un pays comme ça. Moi, j'ai les plans de formation qui ont été donnés aux amis. Pardonne-moi de Oui. t'interrompre, mais vous avez parfaitement recadré ma question. En fait, est-ce que Trump serait en possibilité de faire la même chose avec le Congo que Clinton a fait avec le Rwanda? Et est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait souhaiter politiquement? Exactement, exactement. Mais là, encore une fois de plus, lui, il serait en capacité de pouvoir le faire avec les contreparties on venait d'évoquer là tout à l'heure. Mais il faut que du côté congolais, il y ait des gens suffisamment sérieux, capables d'abord de comprendre que leur pays a besoin de sortir d'une situation de servitude et de servilité, d'occupation, comme le Rwanda les soumet actuellement à cette situation d'humiliation incessante. Eh bien, pour prendre en main. Et d'ailleurs, ils ont un autre problème, c'est que entre les opposants congolais et le président Tshisekedi et ceux qui ne veulent pas, c'est-à-dire, en fait, ils se battent entre eux pendant que leur pays est l'objet de véritables enjeux économiques. Donc, c'est très compliqué d'expliquer aux Congolais que, pour l'instant, quel que soit celui qui veut être président dans ce pays, vous aurez du mal à avoir un président robuste tant que vous passez le temps à vous battre entre vous plutôt que de mettre dehors ceux qui sont en train de vous humilier. Donc alors, là est d'abord leur véritable enjeu. Mais s'ils arrivaient, continuez, je vous en prie. oui, non, mais s'ils arrivaient à avoir, et c'est le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est lui qui est au président de la République, s'il arrivait à avoir une équipe de Congolais, pas des gens qui viennent, qui lui racontent des histoires, qui mentent à gauche et à droite pour avoir un peu d'argent ici et là, mais s'il avait des gens, une équipe de gens très sérieux, très solides, qui décidaient aujourd'hui de travailler pour sortir la République démocratique du Congo de cette situation, mais ils seraient en capacité de rencontrer des hautes autorités américaines qui leur apporteraient leur contribution sur le plan financier, mais également sur le plan militaire, et mettraient le Rwanda. Et d'ailleurs, ils sont bien placés pour mettre le Rwanda en difficulté, puis c'est eux qui les ont formés. Ce sont les Américains qui les ont formés, donc ils connaissent leurs faiblesses de A à Z. Donc, ils les aideraient de façon remarquable. Mais ça nécessite d'avoir des gens sérieux, des gens déterminés et des gens qui ont le courage politique de ne pas se mettre à la périphérie quand on leur dit, écoutez, discutez avec vos bourreaux, négocier, machin, etc., qui leur disent, bon, écoutez, nous, ce que nous, on veut, c'est ça. Et à partir du moment où ils donnent leur ligne de conduite, eh bien, ils se tiennent à cette ligne-là et ils atteignent les objectifs qui sont les leurs, c'est-à-dire de sortir leur pays de l'impasse et d'une situation d'humiliation. Mais alors, si vous étiez devant le président Trump aujourd'hui, comme par exemple le ministre plénipotentiaire du Congo, de la RDC, qu'est-ce que vous lui demanderiez exactement? Quel serait le plan que vous aimeriez lui soumettre? Je sais que je vous ai pas permis de préparer cette question, mais comme ça, à l'improviste, imaginez, vous savez, c'est ce qu'on appelle dans la Silicon Valley les elevator pitch, hein, vous vous retrouvez comme ça dans un ascenseur avec quelqu'un. Quel serait en quelque sorte votre elevator pitch pour le Congo? Que plaideriez-vous pour le Congo auprès du président Trump? Alors partons du principe que c'est 50 000 milliards, ce qui semble être plus probable, surtout ajusté de l'inflation dans les 30 prochaines années. 50 000 milliards de matières premières dans votre pays. Comment vous pitcheriez ça à Trump pour faire en sorte que le Congo soit le moteur d'une Afrique prospère demain?
Bon, alors là, je vous dis sincèrement, je lui demanderai de sortir tous les dossiers de Kagame et du Rwanda que les Américains connaissent par Pour cœur. entrer cette épine, Sortez, ok. ouais, sortez-nous ces dossiers pour que le mensonge s'arrête. Parce que ça fait 30 ans que le Rwanda raconte des histoires, ment à tout le monde et impose ça dans les médias internationaux et tout le monde se plie. Sortez-nous tous les dossiers du Rwanda que vous avez dans vos tiroirs. Bon, Supposons ça que c'est l'épine vrai. rwandaise est enlevée. Supposons que l'épine rwandaise est complètement enlevée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite? Bon, ensuite, à partir de ce moment-là, ben, écoutez, on voit avec les entreprises congolaises, les entreprises d'État qui ont envie de structurer le pays et de leur dire, bon, écoutez, nous, on a un objectif sur 10 ans, par exemple, de faire de notre industrie minière l'une des plus influentes en Afrique et dans le monde. Et donc, nous avons besoin de ci, de ça. Donc, et ils vont discuter techniquement, ils vont amener des experts qui vont discuter de cela sur le plan technique et ils vont également, il va leur demander, je lui demanderai sur le plan militaire, puisque c'est quand même un pays qui a 9 frontières avec des voisins qui ne sont pas toujours sympas, et je demanderai à avoir un dispositif en termes de formation des services de sécurité qui puisse me permettre à la fois de faire face à des voisins belliqueux et de pouvoir assurer la stabilité des investissements de tous ceux qui ont envie d'investir en République démocratique du Congo. Je pense que si vous avez quelques lignes comme ça qui sont travaillées en profondeur, ben je pense pas que le président Trump il ferait la fine bouche. Hein. Vous ne lui demandez pas l'impossible avec ça. Donc, il faudrait un fonds souverain pour la République démocratique du Congo, l'équivalent de la Saudi Aramco qui gère en exclusivité les ressources pétrolières arabes. Dans le cas de la RDC, ce serait peut-être par secteur économique ou par secteur d'application. Je ne sais pas, une pour le cuivre, une pour le cobalt, une pour les autres minerais. Mais en tout cas, on pourrait se retrouver quelques grandes sociétés d'État qui seraient calquées sur le modèle de la Saudi Aramco, avec dont l'introduction en bourse, je crois, l'a valorisée à plus de 2000 milliards, voire 3000 maintenant. Et ça, plus un fonds souverain, plus une armée efficace, pourrait amener aussi une saine compétition sur les investissements dans les infrastructures. Par exemple, les Chinois pourraient investir pour les voies de chemin de fer, parce qu'on sait que ce dont a besoin la RDC, c'est de voies de chemin de fer ou d'autres infrastructures innovantes. Ça peut être autre chose, peut-être davantage d'infrastructures sur le fleuve Congo, que sais-je. Si on avait ça, le Congo rentrerait la RDC rentrerait dans le 21e siècle comme peut-être le moteur du développement africain. Bien entendu, mais si je vous le dis, bon, parce que moi j'ai commencé à travailler sur ce pays depuis plus de 25 ans, parce que j'avais tout simplement, les gens m'ont posé 1000 questions, mais pourquoi je m'intéresse beaucoup au Congo comme ça? Mais moi j'ai simplement compris que c'est un pays phare au sein de l'Afrique centrale et que tout le monde a intérêt à ce que ce pays-là soit faible. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est ceux qui n'ont pas envie que l'Afrique s'en sorte. Ils jouent sur tous les tableaux pour affaiblir ces pays. Et les Congolais, un certain nombre de Congolais participent à ce jeu-là. Et donc, je crois aujourd'hui que si effectivement on est dans cette configuration-là, il est évident que le Congo, dans 5 ans, hein, je vous donne 5 ans, les choses vont changer. C'est-à-dire que vous ne verrez plus un petit Rwanda qui vient chercher à s'emparer de Goma parce qu'il se tiendra à carreau, parce que là, ils comprendront que ils ont affaire quand même à un éléphant et qu'on ne vient pas le provoquer comme ça sans avoir une réponse adaptée à votre niveau d'arrogance ou d'agressivité. Donc, je pense effectivement que l'Amérique de Trump est en capacité, mais pas seulement l'Amérique de Trump. Je pense que les Congolais doivent travailler avec tous les partenaires qui ont besoin d'eux et dont les Congolais ont besoin pour redresser la situation de leur pays. Et que ça, c'est une question fondamentale parce que c'est une question de survie. Parce que si on dépaisse le Congo aujourd'hui. Je me souviens que j'avais parlé de ça avec les Soudanais. Il y a quelques années, j'ai fait un livre sur le Soudan et à l'époque, il y avait des pressions internationales extrêmement fortes sur le Soudan pour demander que le Soudan cède le Sud. Mais j'ai demandé aux Soudanais, mais vous avez monsieur John Garang qui a fait la guerre pendant des années, qui était soutenu par les Américains, etc. Il n'a jamais demandé la partition du pays. Est-ce que vous pensez qu'il était suffisamment stupide pour ne pas le faire? Pourquoi vous voulez absolument obtenir la partition du pays?
Donc, ils m'ont dit, Monsieur Nana, vous ne connaissez pas très bien notre pays, etc. J'ai dit, oui, je ne connais pas très bien votre pays, mais je connais un peu la géopolitique. Et donc, le problème, c'est que ils ont joué sur le terrain des conseils qu'on leur donnait d'accepter la partition. Dès qu'ils ont accepté la partition, eh bien, le pays est tombé en lambeaux. Il n'y a plus de Soudan aujourd'hui. Vous voyez, que ce soit le Soudan du Sud est en miettes, il y a des guerres interminables là-bas pendant que les autres pompent le pétrole. Et le Rwanda est d'ailleurs impliqué également dans des histoires de ressources pétrolières et minières au Soudan et du Sud, je veux dire, et le Soudan du Nord est en déliquescence. Donc, vous voyez que si les Soudanais avaient gardé leur pays unis et qu'ils s'étaient battus pour l'unité de leur pays, eh bien, ils auraient aujourd'hui le Soudan serait un très grand pays sur le plan économique. Donc, Oui, les Congolais, qui sont les voisins des Soudanais, mais ils sont exposés à la même situation. Donc, c'est à eux de comprendre qu'ils sont menacés. J'abonde dans votre sens, mais